Bonjour à tous, bonjour Arthur. Aujourd'hui, Bonjour. on va parler affiche. Donc, tu t'appelles Arthur Foisse, tu es le fondateur et le dirigeant de l'Affiche française. Est-ce que pour commencer, tu peux nous dire ce que c'est que l'Affiche française? Alors l'affiche française, c'est l'abolition de plusieurs années de travail, c'est le partenariat d'un père et d'un fils, et c'est aussi une collection d'affiches, un atelier de restauration d'affiches et une collection d'affiches. Ok, super. Euh, Première question que j'ai envie de te poser, c'est pourquoi est-ce que tu es venu à t'intéresser à l'affiche? Alors, comment je me suis intéressé à l'affiche, l'affiche était omniprésente dans ma vie, on va dire. Mon père est restaurateur de métier depuis 45 ans, 46 ans, il a toujours fait ce métier. Donc l'atelier a toujours été là, moi j'ai grandi dans l'atelier, donc petit ça m'intéressait pas forcément, c'était le métier de Ouais. papa. Après j'ai compris l'intérêt vraiment des affiches et l'intérêt patrimonial que ça apportait, et moi je suis profondément curieux. Et donc c'est la curiosité on va dire qui m'a fait aimer les affiches et m'intéresser aux affiches, clairement. Parce que les affiches, c'est quand même très particulier, parce que bon, ça touche à plein de choses, on va le développer après, mais il y a des questions de matière, il y a des questions sur la partie, on va dire, technique, mais il y a aussi la question graphique. C'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, c'est en même temps quelque chose de revendicatif, en même temps quelque chose de festif, d'informatif. Enfin, ça touche à énormément de choses comme média, et il y a aussi cette dimension-là derrière qui est assez intéressante, quoi. Tout à fait. L'affiche qui est intéressant, c'est qu'avant les écrans, voilà, enfin, les écrans, la télévision, le seul moyen de communication, c'était l'affiche. Donc, et ça touche à plein d'aspects techniques parce que l'affiche a été déjà à l'extérieur. Ouais. Donc, on retrouve des papiers qui peuvent aller dehors, qui ont une grosse résistance à l'eau, les encres aussi. Et on est dans un métier qui a énormément évolué très très vite. Parce qu'en fin de compte, c'est pas si vieux que ça. L'affiche, c'est 1881, les premières affiches. La loi d'affichage dans les Ouais. rues. Et donc en fait, l'évolution va très très vite. Et donc à travers les papiers, à travers les encres, on voit les techniques. Et nous, à l'atelier, on est obligé de s'adapter en fonction des périodes. On sait qu'on peut faire telle ou telle technique pour avancer sur les restaurations. Et après, aussi, c'est hyper intéressant graphiquement parce qu'on a toute l'évolution du graphisme. On passe par l'art nouveau, à l'art déco, à des choses beaucoup plus enfantines, à des choses très décoratives. Et après, il ne faut pas oublier le côté vraiment histoire, Ouais. parce que chaque affiche est faite pour un événement, est faite pour raconter quelque chose, pour vendre quelque chose, pour promouvoir quelque chose. Et donc c'est là où ça devient intéressant, c'est que c'est vraiment un morceau du patrimoine hyper important, quoi. Ouais, ouais, complètement. Et puis on oublie aussi parfois, ou on n'y pense pas forcément, mais il y a aussi des artistes célèbres qui ont été affichistes et qui, du coup, ont pu se faire connaître comme ça, ou on fait ça à côté. Et c'est vrai que c'est aussi un Tout à aspect fait, intéressant, je trouve. tout à fait, ouais. On a des artistes comme Mucha, comme Toulouse-Lautrec, Ouais, comme Stenlen qui ont décoré les rues de Paris dans les années 1900. Euh, et après, on a des artistes beaucoup plus contemporains comme Villemot, comme Savignac, qui ont fait aussi des choses incroyables. Donc, à travers les affiches, il y a tout un vivier d'artistes. On pourra en citer des dizaines et des dizaines sur toutes les périodes. Mais voilà, derrière chaque affiche, il y a un artiste, ça c'est clair. Et c'était un métier. Affichiste, c'était un vrai métier. Aujourd'hui, c'est graphiste. Graphiste, affichiste, c'est différent. Mais à l'époque, c'était des vrais peintres avec des études. On faisait des maquettes, on faisait des peintures. La marque qui commandait l'affiche devait valider les maquettes. Donc il y avait vraiment un travail main dans la main pour essayer de faire un projet qui tient la route et qu'au final la communication soit comme la marque l'entende, quoi. ouais. Alors toi, aujourd'hui, comment tu sélectionnes, comment tu choisis les affiches que tu vas avoir envie de restaurer? Les affiches que je choisis à restaurer, soit on me les apporte, et donc là je les choisis pas. Donc ça va être mes clients qui vont apporter des affiches qu'ils veulent faire restaurer. Et dans ces cas-là, c'est souvent une affiche soit qu'ils affectionnent beaucoup, une Madeleine de Proust, quelque chose qu'ils ont chiné, quelque chose qui leur est cher. Soit, pour moi, ça va être un côté plutôt collectionneur, on va dire. Ouais, Donc je vais aller chercher l'affiche rare, je vais essayer trouver des affiches qui sont voilà, pas courantes, qui racontent une vraie histoire. Et après, le second intérêt, ça va être le côté aussi
graphique. Voilà. Maintenant, l'affiche, elle est recherchée aussi pour son côté décoratif. On met une belle affiche dans son salon parce que ça a un impact visuel. Et donc le côté graphique, c'est clair que c'est aussi un des premiers critères de sélection d'une affiche que je vais entoiler, que je vais faire passer dans l'atelier, parce que ça prend du temps, donc il faut bien sélectionner sur les affiches qu'on va faire, et il y en a tellement. Et alors, c'est quoi tes sources pour les trouver, ces affiches? Alors des sources, je ne sais pas si je dois toutes les dire, mais il y a pas mal de sources. Déjà, il y a les hôtels de vente. Ouais. Donc les ventes aux enchères, Drouot par exemple, Drouot Online, Interenchères, donc ça référence toutes les ventes aux enchères de France et d'Europe. Donc ça c'est intéressant, et il y a des ventes spécialisées d'affiches à ce moment-là, et moi je peux faire mes emplettes. Ensuite, il y a à l'ancienne, hein, les puces, les brocantes, voilà, il faut aller chiner, il faut se réveiller, il faut aller se faire connaître, distribuer des cartes aux personnes qui chinent, et comme ça ça permet de trouver des choses sympas aussi. Et après, il y a maintenant aussi le réseau aussi, hein, à force de connaître des galeristes, des collectionneurs, on peut trouver, on sait à qui s'adresser pour trouver une pièce bien précise. Et des fois, ça peut être vraiment pas évident. On peut faire revenir des affiches françaises, qui étaient aux États-Unis par exemple, parce que les Américains avaient tout acheté à l'époque. Ouais. Et donc du coup, on fait revenir des choses pour le marché français. Donc voilà, il y a plein de canaux. Il faut surtout essayer de fouiller le plus possible, quoi. Et après, des fois, c'est au petit bonheur la chance, hein, aussi. Oui, j'imagine qu'il y a aussi des moments où c'est le... Ouais. Il y a des moments, c'est incroyable. Des fois, là, par exemple, j'ai fait une adresse en début de mois de septembre. On m'appelle, on me dit Arthur, il faut que tu viennes voir ça. Et c'était un client, c'était un docteur qui est décédé. Et c'était un des clients de l'atelier qui, lui, nous faisait entoiler un petit peu des affiches de cinéma pour sa maison. Et plein de personnes m'avaient parlé de cette personne, me disaient il faut que tu viennes voir chez lui un jour, c'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable. Et on m'appelle pour visiter du coup son appartement, parce que l'héritage, les gens étaient un petit peu perdus. Et j'arrive dans un appartement qui fait quasiment 300 mètres carrés, rempli de la tête aux pieds, du sol au plafond, d'affiches. Enfin, c'était un truc de fou. Tout était encadré par un encadreur professionnel, et il n'y avait plus un espace centimètre carré recouvert. De libre, quoi. Ouais. De libre. Enfin, c'était impressionnant. Sur le plafond, c'est pareil, des affiches punaisées. Et c'est assez incroyable. Et voilà, faire des adresses et rechercher des choses, des trésors, et tomber sur des choses comme ça, c'est des vraies récompenses. Même si derrière, il n'y a pas forcément... je ne vais pas aller racheter toute la collection ou quoi que ce soit. Même si, voilà, tomber dans des lieux comme ça, qui sont tellement atypiques, ça c'est vraiment incroyable. Ouais, je veux bien croire. Ouais. Je dois encore les expertiser, il y a tellement de choses qu'il faut prendre du temps. Je sais pas, il y a peut-être 500, 600, 700 affiches encadrées au mur. Plus après tout ce qui n'est pas encadré. Donc là, il y a un vrai travail, il faut prendre du temps, il faut estimer, il faut regarder, déjà voir s'il y a des choses très rares, parce que les choses très rares, c'est celles qui vont avoir de la valeur. Faire des lots, faire des thématiques, et après se rapprocher d'un hôtel de vente qui va mettre ça en vente et qui va le proposer au public, quoi. Là, le lieu était tellement incroyable qu'il faut en faire un musée, quoi. C'est ça qui est... Ouais, en fait, c'est ça. C'est une attraction, c'est assez incroyable. Après, il faut que les héritiers soient d'accord pour laisser tomber 300 mètres carrés. Non, et là, c'est pas la même. C'est ça, pour en faire un musée, quoi. Ouais, non, c'est pas pareil. Ok. Alors, est-ce qu'on va rentrer dans le cœur du sujet, du métier. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment on fait pour restaurer une affiche? Pour restaurer une affiche, alors il y a plusieurs étapes de restauration. La première étape, c'est une étape d'analyse de l'affiche. Donc on regarde recto, verso, les défauts qu'elle peut avoir, ce qu'elle a subi dans le temps. Il peut y avoir du stylo, du crayon, des scotch collés par exemple. Il peut y avoir des traces d'humidité. Il peut y avoir de la poussière, de la crasse, de la terre, des traces de pieds, de la peinture, plein de choses. L'affiche, on ne sait pas trop comment elle a vécu. Souvent, elle traîne dans des garages, ou alors elles ont été super bien stockées.
Il y en a certains qui sont servis pour protéger les choses. Donc elles ont toutes des défauts plus ou moins voilà, qui sont propres à elles. Certaines sont déjà entoilées aussi. Ouais. Donc il faut refaire le travail, les décoller. Certains entoileurs n'ont pas forcément travaillé avec la bonne éthique, avec des cols pas terribles. Donc il faut faire des tests de décollage. Donc on essaye de comprendre un petit peu où on va en fait. Ensuite, une fois que ça c'est fait, on va travailler déjà à sec sur le document. Donc les traces de stylo, les scotch, enfin tout ce qu'on peut faire, on va dépoussiérer. On a différentes gommes, on a des gommes chaussettes, on a des gommes abrasifs. On a pas mal d'outils qui vont nous permettre de dépoussiérer, d'essayer d'embellir le plus possible à sec la fiche. Ensuite, il y a une étape de bain. Ouais. Donc là, l'idée, ça va être de travailler dans la fibre du papier. Donc le papier, voilà, c'est un dérivé du bois, donc un bon papier de qualité, il y a des fibres, et les gens pensent... Longue de préférence. Voilà. Et la plupart des gens vont penser qu'un papier dans l'eau, il va se détruire. Alors qu'en fin de compte, non, il devient malléable, et il devient à nouveau travaillable. Et donc c'est à ce moment-là, nous, on va intervenir dans les bains, et on peut, avec des bains à une base chlorée, venir vraiment travailler en profondeur dans la fibre, reblanchir le papier, travailler sur les traces d'humidité et rééclaircir en fait le papier et donc du coup ramener un petit peu de luminosité aux couleurs. On n'a pas une recette magique qui va faire que la couleur revient. Ouais. Couleur qui est insolée, elle est insolée. Et ça, c'est à la restauration peinture qu'on va pouvoir faire quelque chose. Mais le fait d'éclaircir le papier, ça va raviver les couleurs un petit peu. Est-ce qu'on arrive, par exemple, c'est une question peut-être un peu bête, mais est-ce qu'on arrive à retravailler aussi des marques qu'il y aurait dans le papier, par exemple une affiche mal roulée, qui aurait des marques qui seraient un peu abîmées par certains endroits? Est-ce que l'eau permet de réunifier un peu ça? Ouais. Tout à fait. En fait, donc, une fois que l'affiche est dans l'eau, le papier redevient malléable. Et donc nous, à ce moment-là, en fait, on sort le papier, on sort l'affiche une fois qu'on a fait les traitements. On fait un lavage, on ne fait pas un lavage, ça c'est anecdotique. Mais voilà, après on le sort. Et donc là, on a tout un travail en fait pour retirer l'humidité qu'on a rajoutée dans l'affiche. Une affiche qui est détrempée, voilà, il faut la remettre en place. Donc on les sort sur des plaques en plexiglas. L'affiche par capillarité tient à la plaque. D'accord. On enlève les surplus d'humidité. Et ensuite, on a des rouleaux avec lesquels, avec une série de gestes, on va retendre les plis. Le fait que le papier soit malléable, il peut être chiffonné, n'importe quoi, tout va se remettre. On va le retendre, il y a toute une série de gestes à bien respecter pour ne pas faire de déchirure, pour pas abîmer, pour avoir un pli bien tendu. Par exemple, une affiche de cinéma, de base, elles sont pliées en 8. Ouais. Et donc là, on a une série de gestes pour bien retendre tous les plis. Et en fait, après l'entoilage, on a une œuvre sur toile, qui est une affiche sur toile qui est plus du tout avec des plis, quoi. Donc on peut vraiment passer d'un papier qui est chiffonné à un papier qui est ultra plat avec l'entoilage. Voilà, c'est vraiment l'intérêt, quoi. Ça fait partie d'ailleurs de l'entoilage. Ouais. Nous, quand on travaille une affiche, ça fait pas partie du tarif horaire, c'est pas de la restauration. Ça fait partie vraiment de l'intervention d'entoilage, quoi. D'accord, ok. Voilà. Après, s'il y a des déchirures, etc., c'est le temps qu'on va passer à reprendre les déchirures, à les remettre en place, à rajouter des morceaux de papier s'il y a des manques de papier. C'est là où nous, on va facturer du temps de travail, parce que ça sort en dehors d'une affiche qui est en très bon état, on va dire. Ouais. Et donc c'est là où c'est intéressant, c'est que ça, c'est l'étape de restauration papier. On vient donc la plaquer, enlever les surplus d'humidité, et ensuite on vient retravailler complètement la feuille. Donc des fois, on a des affiches qui sont coupées en 2, en 4, en 8, en 10, en 15, en 20. Donc là, c'est un puzzle, donc il faut replaquer morceau par morceau, en respectant les fibres de l'affiche, en respectant les encres, et on essaye de replacer le mieux possible comme on peut. Enfin, il faut avoir un travail parfait à la fin, de toute façon. Et du coup, quand il y a des manques, par exemple, ça veut dire qu'il faut trouver un papier d'une teinte similaire pour Exactement, essayer de... Donc surtout si on a fait un lavage en plus, on a déjà modifié l'essence du papier, donc on va venir sécher le papier dans un coin, on va venir faire des recherches, donc on a des banques de papier, pour trouver un papier de la même époque, un papier d'une teinte qui est similaire. On essaie toujours d'être sur une teinte un petit peu de la même famille, mais un petit peu en dessous. Comme ça, nous, après, à la peinture, on va pouvoir rehausser. Ouais. Beaucoup plus simple de remonter une couleur. Voilà. Et après, on va venir, donc on a plusieurs méthodes, hein, soit on va venir couper directement dans la fiche et faire un système d'emporte-pièces, et avec des couteurs Rotary à roulettes.
Et ça permet justement de faire des pièces parfaites. Soit on va venir vraiment gratter et adapter une pièce vraiment parfaite pour ne pas enlever de matière de l'affiche. Ouais. Donc c'est vraiment deux approches différentes et ça dépend vraiment de ce qu'on a à faire. Par exemple, si on a un coin où il n'y a que du blanc, il n'y a rien à faire, hop, là on va venir avec le cutter à roulette, adapter une pièce vraiment parfaite et avoir voilà, le truc le plus discret possible. Si on est en plein dans une couleur, dans un visage, dans un motif, là on va venir gratter et adapter pour enlever le moins d'encre sur l'affiche, quoi. Donc après c'est à nous, pendant le travail, d'adapter nos techniques et de faire ce qu'on peut, quoi. Après des fois il y a des papiers qui sont tellement fragiles qu'il faut trouver des méthodes tout de suite, quoi. Oui. Faut renforcer avec des papiers japonais, faut rajouter de la fibre. Des fois, il y a des papiers, à peine on les travaille, ça redevient presque en pommade, quoi, on va dire. Et donc, il faut essayer de... Enfin, il y a toute une approche et qui, oui, c'est quasiment unique, en fait, en fonction de chaque affiche, quoi. Enfin, en tout cas, sur des périodes... Ah oui, c'est... Bon, si on prend de l'affiche de cinéma, en Boletta, ça sera toujours pareil, mais sur de l'affiche ancienne des années 1900, 1910 et avant, là, on est sur des papiers qui ont une vraie essence et qu'on peut travailler vraiment profondément. On retrouve des fibres de bois dans le papier, donc c'est vraiment des papiers qui sont une vraie matière, quoi. Ça n'a rien à voir avec des papiers qu'on peut avoir aujourd'hui, qui sont beaucoup recyclés, qui sont des papiers couchés, et qui s'apprêtent beaucoup moins d'ailleurs à notre travail d'entoilage et de conservation. Ouais, parce qu'ils sont plus fragiles, tout simplement. Voilà, et ils résistent beaucoup moins à l'humidité. Souvent, en fait, l'humidité sur les papiers modernes, c'est comme c'est des papiers couchés. L'humidité passe entre les couches du papier et viennent dédoubler en fait les couches et viennent mettre des petites bulles d'air. Et nous, en fait, ça nous dédouble le papier. Et donc après, derrière, c'est dramatique. Donc après, on est obligé de les repercer, faire injecter de la colle à l'intérieur pour pouvoir camoufler ça avec des seringues. Et sinon, en fait, au moment où on décroche nos affiches après des entoilages, on a des encres qui vont craqueler. Ah oui, d'accord, parce que du coup, ça sèche à ce moment-là, c'est ça l'idée? Ouais, et ça, c'est pas ce qu'on veut, quoi. Effectivement, ouais. Ok, alors après le papier? Après le papier, on en colle sur nos supports. Donc préalablement, on a créé des supports de conservation composés de papier canson ou d'autres papeteries. On travaille aussi avec les papeteries du Dauphiné. Ok. Et du coton écru, naturel. Premier choix, voilà, le plus naturel possible, pas traité. Donc vraiment une matière noble. Une colle à l'eau. Pour avoir ce côté réversible qu'on recherche. On est quand même dans une éthique de conservation. Donc on crée nos supports en fonction des formats des affiches. Donc là, par exemple, hier, on a fait des formats plus de 3 mètres pour des dessins d'un artiste qu'on va devoir faire, pour faire des kakémonos. Donc ça va être sympa. Et ensuite, on vient coller, en fait, on transfère les affiches qu'on travaille au dos, en fait. Donc l'affiche tient toujours par capillarité sur notre plaque et l'image est contre la plaque. Donc on travaille au dos et par transparence, on voit notre travail. Donc on envoie notre colle, on transfère sur le support qui est sec, il y a un transfert d'humidité qui se fait et l'affiche vient prendre sur notre support. Donc là après, il y a un travail de finition, s'il y a des petits morceaux qu'on doit remettre, si on est obligé des trous, on vient faire la finition. Ensuite, ça va sécher plusieurs jours. Alors en été, ça sèche très très vite, en hiver, un petit peu moins. L'hiver, c'est plus agréable pour faire des restaurations longues parce que le papier a le temps de sécher. Et voilà, le papier, c'est un être vivant. Il réagit à l'hydrométrie, il réagit vraiment aux conditions climatiques. Donc en hiver, on a une température qui est beaucoup plus saine pour la restauration parce que le papier va avoir le temps de sécher. Il ne va pas être brusqué, il ne va pas se restreindre. Et du coup, nos restaurations ne vont pas bouger. Alors qu'en été, une grande déchirure, par exemple, si la fiche sèche un peu trop vite, la déchirure va se tendre et peut s'ouvrir. Alors qu'on est très très bien calé, on peut avoir un petit millimètre d'ouverture. Et donc après, la restauration, c'est pas la même finition, quoi. Donc c'est un peu pénible. Donc après, voilà, donc ça sèche. Et donc ensuite vient l'étape de restauration peinture, tout simplement. Et donc là, restauration peinture, nous on travaille à l'acrylique. Donc l'acrylique, ce qui est intéressant, c'est que on peut la travailler de deux manières. On peut la travailler soit en densité, et donc faire un gros aplat, reprendre tout un ciel et faire un aplat assez impressionnant. Mais on peut aussi la travailler en aquarelle. Et donc la diluer avec de l'eau et faire juste des jus pour venir rebooster certaines couleurs. Voilà. Et donc après on a différents outils, on travaille au rouleau, on travaille au pinceau de martre, on travaille à la brosse à dents pour pouvoir projeter de la peinture.
Et donc après, c'est tout un métier de peintre, de coloriste. Donc on vient rechercher les teintes, on vient redessiner, chercher des sources pour pouvoir faire des calques si on doit faire des motifs, si on doit faire des lettres. Et après, c'est une étape vraiment de peinture. Des fois, on refait les teintes papier, s'il y a des morceaux de marge à refaire. On peut refaire des imprimeurs, des marques d'imprimeurs. Donc petit à petit, on développe des techniques et on fait avancer les restaurations. Et voilà, notre métier, il a une base, mais en échangeant voilà, avec mon père et même avec d'autres collaborateurs qu'on peut faire travailler à l'atelier, on fait avancer les techniques parce que ça reste de l'art plastique en fin de compte et des bonnes idées, tout le monde peut en avoir et du coup voilà. Donc on ne travaille pas que non plus à la peinture, on travaille aussi à l'encre de Chine. Ok. Par exemple pour travailler voilà, une affiche qui va être moderne dans les gris. L'encre de Chine, ça va permettre d'avoir une palette de gris assez impressionnante. D'ailleurs c'est comme ça qu'on restaure des photos en noir et blanc. Ok, ouais. Voilà, à l'encre de Chine. Et c'est une certaine brillance, voilà, l'encre, elle va avoir certains reflets qu'on peut rechercher. Après, on peut travailler aussi au crayon de couleur, on peut travailler aussi au feutre, parce que certains feutres, ils ont certaines encres qui peuvent être intéressantes. Et en fonction des médiums, en fonction des papiers qu'on a en face de nous, on va utiliser telle ou telle technique. Je vais rajouter aussi des vernis dans mes peintures pour avoir des finitions plus ou moins brillantes, plus ou moins mates. On peut rajouter des vernis aussi complètement sur l'affiche. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire pour la bonifier, pour l'améliorer. Et voilà, et nous on a toujours une approche, on essaye de faire du beau, de rendre l'image la plus belle possible. En trouvant la bonne solution voilà. Qui correspond au... Et tout ça, toi, toute ta formation finalement, c'est avec ton père que tu t'es formé sur tout ça? Tout à fait, oui. Ouais. Mon père, moi, m'a tout montré, c'est du mimétisme. Voilà, c'est pas forcément le meilleur des pédagogues, mais c'est un des meilleurs au monde. Simplement, ça n'a pas trop mal marché. Ouais. Oui, non, mais ça c'est clair. Mais c'est du mimétisme. Okay. Mon père m'a toujours poussé à faire les choses et m'a engueulé ensuite. Non, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et là, voilà, et c'est comme ça qu'on progresse. Moi, j'ai une autre approche, un petit peu plus dans l'explication, mais c'est... De toute façon, c'est comme ça qu'on apprend. Et après, à force de faire, et quand on est curieux et quand on aime ce qu'on fait, on développe, on achète des nouvelles angles, des nouveaux trucs. Pour tester, pour tester. Ouais, bien sûr, voilà, et moi, ce que j'adore faire, par exemple, c'est une chose qu'on ne faisait pas du tout, c'était faire des maquettes d'affiches. Donc là, ça n'a rien à voir. Donc là, c'est comme un tableau et les maquettes d'affiches, c'est très particulier parce que ça va être du collage, c'est multidisciplinaire. Donc il y a du collage, il y a de l'aquarelle, il y a de l'acrylique, il y a plein de trucs. Et remettre une maquette propre, ça n'a rien à voir avec une affiche, j'ai d'autres techniques. Et ça, moi, j'adore. C'est un truc qui me plaît. Et ça fait partie aussi de l'affiche parce que la maquette, c'est ce qu'on valide ou ce qu'on valide pas pour faire l'affiche finale. Quoi. Oui, c'est sûr. Ouais, c'est hyper intéressant. La maquette d'une affiche, c'est ce que l'artiste va proposer à la marque. C'est le projet qu'il va faire en atelier. Donc ça peut passer par des croquis préparatoires. Il peut y avoir, je sais pas, 10, 15, 20 dessins. Voilà. Imaginons, on fait une affiche pour la SNCF. L'artiste, il fait ses croquis, clac, il prend rendez-vous, il dit voilà, j'ai fait ça, ça, ça. Eux, ils vont dire on aime bien cette piste, on aime bien cette piste, on aime bien cette piste. Hop, en atelier, il va faire des dessins un petit peu plus élaborés. Et on va encore travailler sur les pistes jusqu'à arriver à une maquette vraiment où on fait le dessin au format de l'affiche. Et donc du coup là c'est une œuvre originale en fin de compte. Ouais. Et donc ça c'est un vrai aussi, il y en a en fait, ça existe et donc il y a des galeries, des marchands qui les achètent et qui nous demandent de les restaurer et donc on est contraint à le faire. Mais c'est aussi un plaisir. Voilà, c'est une autre approche de travail et qui est... Ouais. Et c'est pas comme la restauration d'un tableau, parce qu'on est vraiment sur des supports papier. Oui. Voilà. Et ça m'est arrivé, moi, de démonter des maquettes complètes pour pouvoir tout recoller, pour que ça soit vraiment propre. Et c'est à passer des journées avec le masque à gaz, avec des solvants. Et là, c'est terrible. Hein. Ouais, oui. Je vois le... Ouais, d'un point de vue, c'est hyper contraignant. Quoi. Ah ouais, moi, ce jour-là, ça m'a rendu malade. Ouais, avec les solvants et ça peut... c'est le genre de truc maintenant qu'on essaie d'éviter de faire... Parce que l'acétone, ça va 5 minutes, quoi. Donc là, on a abordé toute la partie restauration. Lorsque c'est des affiches que tu vas toi-même chercher et que tu restaures,
Comment est-ce que tu en fixes le prix? Alors, le prix d'une affiche, on ne le sort pas non plus de nulle part. Il y a plusieurs critères. Ce qui va apporter la valeur d'une affiche, ça va être déjà la signature de l'affiche. Voilà, si c'est une affiche qui a été faite par Picasso, forcément, ça va être mieux que Tartampion, quoi. Et après, ça va être le côté, on va dire, esthétique de l'affiche et le côté rare. Plus l'affiche va être spectaculaire, plus elle va être belle, plus des décorateurs, des gens vont vouloir l'avoir chez eux. Et après, plus aussi, il va y avoir le côté... bon, là, je parle du côté esthétique. Ouais. Mais c'est ça aussi, le côté esthétique conditionne beaucoup le prix de l'affiche, parce que l'affiche aujourd'hui, elle est utilisée beaucoup pour le côté de décoration. Donc c'est ça, c'est là où est vraiment le marché, quoi. Et après, le côté historique, coup, peut-être, ouais, voilà, voilà, le côté historique est aussi recherché, voilà, bien sûr. Donc, mais côté décoratif va vraiment plus prendre le pas sur la valeur. Donc tu veux dire qu'il y a quand même un aspect subjectif finalement dans la notation, ou en tout cas dans le prix, parce que toi, c'est aussi en fonction de ce que tu vas estimer au-delà des aspects de la période ou de l'artiste qui sont des éléments voilà, objectifs. Il y a des mouvements graphiques, tout à fait. Il y a des mouvements graphiques qui sont plus recherchés. On prend l'art déco, tous les affiches art déco, c'est sublime, c'est décoratif. Voilà. Après, on prend deux affiches art déco qui sont très belles toutes les deux. Là, c'est là où la vie d'expert doit rentrer en compte. Il faut se rendre compte que là, c'était l'artiste qui l'a fait, là, c'est l'autre, et donc il peut y avoir des vrais écarts de prix. Après, dans l'affiche, il y a tous les prix. C'est qu'on peut très bien trouver une petite affiche de cinéma pour 5 €, 10 €, voilà. Mais on peut aussi trouver un chef-d'œuvre du cinéma qui a été tiré en 3 exemplaires, et là, ça fait $1 million aux États-Unis. Donc les prix, voilà, ils sont complètement en fonction de la rareté, en fonction de l'esthétique. Et alors, pour fixer les prix, moi, en tout cas, de mon côté, il y a plusieurs choses que je prends en compte. Moi, sur mon site internet, je propose que des affiches qui sont entoilées et qui sont passées dans l'atelier. Voilà, c'est mon parti pris. Je ne vais pas vendre des choses en plié ou juste en feuille. Donc il y a un vrai travail artisanal derrière. Que tu as fait toi. Donc moi j'inclus déjà ce prix-là artisanal. Et après j'inclus un peu la valeur, mon prix d'achat de l'affiche. Et j'additionne les deux, on va dire. Et après, pour les choses un peu plus rares, il y a un marché. Ouais. Il y a des galeries qui tiennent le marché depuis des années et des années. Et donc, je regarde ce qui se passe. Sur un autre circuit là de... Exactement. Donc, on essaye de s'aligner sur les prix qui sont exercés. Après, ce qui conditionne le prix où on va vendre, si on vend cher ou si on vend pas cher, c'est aussi à quel prix on achète, quoi. Si on arrive à acheter correctement, on peut vendre... On peut vendre moins cher, si on achète cher, ça devient compliqué, quoi. Oui, l'idée c'est pas de vendre à perte, quoi. Voilà. Donc à partir de là... Donc après, voilà, donc il y a des objets c'est un patrimoine, donc il y a des objets il y a des affiches qui valent très cher. Plus on va avoir de connaissances, plus on va savoir qu'un objet est rare ou un objet est ultra rare. Et c'est là où ça rentre en jeu les connaissances d'experts, on va dire. Et alors du coup, dans le fond que tu as toi aujourd'hui, il y a combien d'affiches ? Alors moi, je dois avoir environ 10 000 affiches de cinéma, je dirais. C'est énorme. Ouais. C'est beaucoup, mais c'est pas énorme, en fin de compte, par rapport à d'autres marchands qui peuvent en avoir des centaines de milliers. L'affiche de cinéma, c'est une affiche qui est tirée en grand nombre, où il y a eu des énormes stocks distributeurs, et moi, en fin de compte, j'ai acheté un jour un stock de distributeurs avec quasiment 10 000 pièces. Donc je sais pas, je dois avoir 2 ou 3 000 affiches différentes dans ce lot. En plusieurs exemplaires, mais qui ne sont pas forcément des chefs-d'œuvre du cinéma. C'est des trucs qui valent 4-5 €. Et dedans, peut-être, il y a des trésors. Et après, il y a des choses que j'achète vraiment à la pièce, parce que là, c'est des choses beaucoup plus rares. Et donc ça, c'est ma collection plus... la collection de cinéma plus chinée, plus pointue, on va dire. Et ça, je dois avoir, je sais pas, au moins 1000 pièces, un peu sympa. Après, c'est une recherche au quotidien. C'est des alertes dans tous les sens. Oui, j'imagine. Il faut être réactif. Et après, j'ai ma partie... donc le cinéma, c'était pas forcément ma vocation de faire une collection de cinéma, mais il y a quand même des choses qui sont sublimes. Après, moi, ce qui m'anime, c'est le tourisme, c'est les belles affiches des années 1900, l'art nouveau, les années 30, la publicité ancienne. Et donc là, je dois avoir peut-être 3-4 000 affiches dans cette thématique-là. En ce moment, j'essaye de développer une collection d'affiches sur le tourisme de la Côte d'Azur.
dans le but de faire une exposition. Donc là, j'ai déjà 25-30 pièces des années 1900. Donc je les restaure et ça, je les trouve généralement en vente aux enchères. C'est rare que je les trouve aux puces, enfin, ça ne court pas les rues, quoi. Et après, voilà, je construis mes collections en fonction de ce qui me fait plaisir sur le moment, de ce que je trouve aussi, et de comment j'ai envie de les faire vivre à travers des expositions, quoi. Ouais. Et par exemple, sur tout le fond que tu as cinéma, c'est en fonction des commandes que tu vas les restaurer, j'imagine que Exactement, ouais, exactement. C'est C'est stocké. que sur le site, elles sont présentées pliées. D'ailleurs, les clients ne comprennent pas toujours. Ouais. Ils pensent qu'ils vont recevoir la fiche comme ça. Mais en fin de compte, je ne peux pas entoiler toutes mes affiches, c'est pas possible. C'est pas possible. Ouais. Ça prend trop de temps, ça coûte cher, enfin, c'est pas possible. Et donc au moment où il y a une commande sur le site, tac, on la passe en entoilage et atelier. Et c'est là où c'est intéressant d'avoir l'atelier et aussi faire de la galerie. Ouais. C'est qu'on a une force de frappe assez instantanée. Et une semaine plus tard, la fiche est sortie de l'atelier et expédiée chez le client partout dans le monde. Oui, donc c'est assez rapide quand même. Ouais, c'est assez rapide. Généralement, si la fiche est sur le site, c'est qu'elle n'a pas un défaut majeur, quoi. Ou alors, si elle avait un défaut, une restauration, dans ces cas-là, je ne la propose pas, mais je la propose entoilée et déjà restaurée. Ouais, c'est déjà fait. Est-ce que tu peux nous parler d'une affiche qui t'a donné du fil à retordre? Une affiche qui m'a donné du fil à retordre. Il y a quelques années, on a fait une affiche qui s'appelle La Rue, de Stan Len. Donc, le Stan Len, c'est un artiste Art Nouveau des années 1890-1900. Et La Rue, c'est une scène de vie. Stan Len, c'est celui qui a fait le Chat Noir de Paris, avec l'auréole que tout le monde connaît. Donc là, c'est une scène de vie. C'est une affiche d'ailleurs que j'affectionne beaucoup, parce que c'est une affiche pour un afficheur, c'est une affiche pour l'affiche, qui représente une scène de rue. Donc déjà, j'aime beaucoup. Et c'est une affiche qui a été déjà entoilée, qui est en 8 parties, avec un papier très ancien, et en fait qui avait pris l'eau dans tout le bas de l'affiche, et c'est une affiche qui était dans le bas, qui est pas ancrée. Donc plus l'affiche est ancrée, plus l'encre va amener de la solidité au papier, et une tenue. Donc un papier qui n'est pas ancré, tout de suite il est juste avec lui-même, on va dire, et donc il est beaucoup beaucoup plus fragile. Et donc là, l'affiche avait pris l'eau, alors qu'elle était déjà entoilée, donc on a eu une fragilité énorme. Et donc là, c'était vraiment difficile, parce qu'il a fallu désentoiler toute l'affiche. Elle n'avait pas été collée avec une colle saine. Donc c'est un truc qui fait 4 mètres par 3 mètres. Ça nous a pris, je sais pas, 4-5 jours à décoller, quoi. Et donc il faut décoller tous les joints un par un, parce qu'il y a 8 laits. Donc tous les laits, il faut les décoller un par un. Le papier était dans un état pas possible. Et il faut réussir à récupérer toutes les feuilles. Une fois que ça s'est fait, on recompose, on restaure papier par papier. Et là, comme on est sur un format exceptionnel de 4 mètres par 3 mètres, on est sur des formats... On n'a pas d'étape de 4 mètres par 3 mètres à l'atelier, ni de support. Donc là, on fait des supports muraux. Donc on vient faire notre support directement sur un mur qui est dédié à l'atelier. Et ensuite, on vient, avec une échelle, recomposer l'affiche, lait par lait. Et pareil, après la restauration, il faut être au mur et repeindre. Donc c'est toute une approche différente, mais ça c'était vraiment... Après, c'est des projets qui sont géniaux, parce que c'est... on fait pas ça tous les jours, quoi. Et on est sur des documents qui sont rares, c'est très beau à voir. C'est une expression que j'aime bien, c'est « big is beautiful ». Et l'affiche, plus elle est grande, plus elle est spectaculaire. Et quand on travaille, on a l'impression presque d'être dans l'affiche, d'être dans cette scène de rue. Et ça, ça a été une restauration qui m'a bien marqué. Ouais. Et est-ce qu'avec toutes ces affiches que tu avais passées, est-ce qu'il y en a une qui aurait ta préférence? Alors ma préférence en termes d'affiches, j'en suis incapable de répondre à cette question. Mais parce que c'est un peu comme, pour moi, j'ai un peu une approche comme le kakemono japonais. En fonction de mon humeur, de mon ambiance, de mes sentiments. J'en ai tellement des affiches que j'en décroche, j'en remets une autre. Donc j'ai pas vraiment d'affiche favorite. J'ai un mouvement que j'aime bien. J'adore catering. Catering, j'aime beaucoup. J'adore l'art déco. Mais après, choisir une affiche, c'est trop compliqué. C'est un peu trop, je comprends. Et en plus, j'ai appris à aimer ce que je n'aimais pas. Aimer des styles que je n'aimais pas forcément et apprendre à voir le bon dans ce qu'on n'aime pas forcément. Et donc j'aime
particulièrement toutes les affiches en fin de compte. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle, du coup c'est plus facile de travailler dans ces Oui. conditions. Merci beaucoup, c'était vraiment passionnant, moi j'ai appris plein de trucs et effectivement je serais curieux de venir voir comment tu travailles à l'atelier parce que je pense qu'il y a encore plein de choses à découvrir. Ben, avec plaisir et merci à vous de m'avoir accueilli dans vos locaux, c'est un grand plaisir. Merci, à bientôt. À bientôt.